Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la 7ème illusion. Aujourd'hui, nous parlons de la Palme d'Or 2024, Anora de Sean Baker. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se retrouve en Cendrillon des temps modernes, lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Le début d'une romance peut-être illusoire, qui risque d'être rocambolesque entre New York et Las Vegas. Je suis Joe, et aujourd'hui, avec Jeu de Melon, nous parlons du nouveau film de Sean Baker. Salut, salut, ça va Joe? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas record ensemble, c'est cool. Ça faisait longtemps, c'est cool, et en plus, pour un film de Sean Baker, Ouais. cinéaste qui a réussi à nous marquer avec Red Rocket récemment. Et oui, puis il y a eu The Florida Project ou Tangerine. Ça, ce sont les films, on va dire, connus du monsieur. Il en a fait d'autres avant que tu as peut-être vu, je sais pas, mais bon, Que j'ai plus pas difficile encore d'accès. vu. Pas De encore vu. lui, je sais que j'adore Red Rocket. Tangerine est sûrement le film que je préfère, que j'ai découvert cette année. Hmm. Et je préfère ne pas parler de ce truc qui s'appelle The Florida Project. Ah, d'accord. Qui est peut-être mon préféré. Donc là, on va peut-être se battre en fait. C'est bien. Mais tu l'as dit, ce nouveau Sean Baker, c'est La Palme. Voilà. Alors que tu aurais préféré que ce soit un autre film dont on parle aussi bientôt sur, sur la 7ème illusion. MDR. Oui, là, c'est des petites private jokes, mais croyez-moi, là, bientôt, là, quand tu vas parler de ce film, vous comprendrez pourquoi on dit la palme. Mais mérite-t-il la palme, Sean Baker, avec ce film? Ça, on en parlera après. De toute façon, quel est le mérite là-dedans? Surtout dans le cinéma de Sean Baker, qui est loin d'être dans la méritocratie, qui parle de l'Amérique, et des gens qui subissent aussi cette Amérique-là. Est-ce que c'est le cas ici? Bon, ça, on va en parler. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, alors, de Anora? Parce que je te demande ton avis en premier, parce que tu l'as vu à Cannes. Donc toi, ça fait des mois Moi, que je tu l'ai l'as vu il y a découvert. 6 mois, le film actuellement. Waouh. Un peu plus de 6 mois. Ouais. Et donc déjà, quand tu le vois, tu ne sais pas que ça va être la palme, et tu penses que, comme tous les ans, Sean Baker va repartir bredouille. Et j'en pense que son premier acte, il est immense. Son deuxième, c'est un pur génie comique. Et son troisième, c'est ce qu'il faut pas faire dans un film. Ah, on en parlera surtout la fin dans un spoiler, mais même tout le dernier acte. Alors c'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs. 3 actes, c'est vrai on est clairement dans cette idée-là. Enfin, c'est presque 2 actes avec un retournement, dans le sens où tu as toute l'exposition, donc où on voit Annie pendant au moins 5-10 minutes dans son travail. Là, c'est Sean Baker qui filme, j'ai envie de dire, les petites gens, l'Amérique un peu underground, comme il l'a fait par exemple pour Tangerine, enfin pour tous les films à peu près, hein, où, voilà, c'est-à-dire qui s'intéressent à ceux qui font l'Amérique et dans tous les sens du terme. Là, on est dans un endroit où, donc, quelque part, hein, sur le papier, des filles vendent leur corps, mais on va dire de façon, euh, j'allais dire légale, oui, mais avec une certaine volonté, même si ça cache derrière peut-être, malheureusement, un choix social qui n'est pas évident. Et on s'intéresse beaucoup à cela. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas si quel a été le ressenti à Cannes, mais dans ma salle, j'ai 2 personnes qui sont parties au bout de 10 minutes du film. Parce qu'ils imaginaient que ça allait être un délire très érotique, etc. Alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est qu'il fait le choix, Sean Baker, d'entrer, de montrer les corps et de montrer ce qui se passe, les activités. Et alors après, ben, on voit Annie, on voit l'arrivée de ce jeune russe. D'ailleurs, Anora, Annie, c'est elle, hein, et elle est jouée par Mikey Madison, qu'on n'imaginait pas dans un film comme ça, parce qu'on l'avait vu notamment dans Scream avant. C'est Et c'est pas le tout à fait rôle la même qu'il a fait chose. choisir. C'est extraordinaire, hein, elle se révèle complètement dans ce film d'ailleurs, hein, il faudra en parler. Et il y a cette rencontre, etc. C'est vrai que sur le début du film, c'est particulier, il faut rentrer dans le délire. Et après, une fois que. Alors, je ne sais pas ce que tu as préféré, toi, dans le début. Est-ce que c'est plutôt à partir du moment où Annie et donc son jeune russe, qui s'appelle Ivan, ou il a un surnom aussi, Vania, je crois. Qu'est-ce que tu as préféré, toi? Le moment où ils commencent à vivre leur romance? Ah Qu'est-ce non, que tu as mais vraiment aimé, là, à ce niveau-là? bah, je vais te répondre directement par une de tes questions primordiales. Comment Cannes a réagi? Cannes était en ébullition devant ce film. D'accord. Là, en soi, le film, c'est un feu d'artifice par moment, hein, quand même. J'ai rarement vu un GTL aussi grand devant un film, surtout un Sean Baker. Et ce que je préfère, c'est dès le premier plan, moi je suis capté par le film. D'accord, carrément. Dès les premières notes de Robin Schulz qui remix Take That, Ah oui. je suis dans le train. Ouais, on n'est pas loin de Spring Breakers, hein. Sauf que, à contrario de Spring Breakers, Sean Baker n'est pas misogyne et veut vraiment raconter quelque chose. Ça, c'est super intéressant parce que ça, il faut en parler d'emblée d'ailleurs. La façon dont Annie, Anora et les danseuses au sens large sont filmées. Mais Moi, je vais y en venir. j'ai une théorie là-dessus. Je pense que dès le début du film, ils testent le male gaze pour le retourner justement.
C'est exactement ce que j'en pense et je vais le comparer avec un autre film qu'on a vu à Cannes qui s'appelle The Substance de Coralie Farja Mmh. et c'est 2 films qui décident de faire exploser le male gaze, de tellement le matraquer aux spectateurs pour qu'il en comprenne en quoi c'est décile d'une nouvelle esthétique fasciste, qui impose du coup sa vision aux femmes telle que l'Amérique malheureusement nous impose une vision fausse. Et c'est vrai que dès le début du film, il nous lance dans une fausse, on va dire, vision américaine et on voit de suite qu'il y a une artificialité qu'il dénonce, justement. C'est, comme C'est tu dis, tellement avec artifici avec ce remix de Take That là qui montre aussi, qui surligne l'artificialité parce que c'est un remix en plus, tu vois? en plus c'est un remix et c'est ça qui est super intéressant, c'est que la musique qui doit signifier le bonheur ici, c'est une chanson assez commerciale donc The Greatest Day par Take That qui ici est remixée par Robin Schulz. Ouais, ouais, L'artificialité sur l'artificialité c'est vrai. et en Oui, plus parce que il nous le filme avec des plans et des couleurs qui sont magnifiques mais surtout très fausses et avec ça, il nous dit: «C'est quasiment Las Vegas». ouais, c'est vrai. Et puis la Ouais, caméra dézoome, dézoome, dézoome et on voit la misère des gens qui sont dans ce club et puis la caméra redézoome et on est à Brooklyn. On n'est ouais. pas à Vegas. C'est vrai qu'on s'imagine pas New York comme ça. Il introduit pour la alors je sais pas si c'est la première fois dans son cinéma qu'il montre New York, parce que j'ai pas vu ses premiers films très indépendants, mais en tout cas, entre Tangerine, The Florida Project et Red Rocket, c'est la première fois qu'il est dans cette ville, qui est considérée souvent comme la ville américaine la moins américaine, puisque très cosmopolite. Tu vas à New York, tu n'es pas forcément dépareillé parfois de villes européennes que tu peux connaître. Et pour cause, hein, New York, c'est un peu le berceau de l'immigration. C'est là où les premiers immigrés arrivaient en bateau, etc. Enfin, les premiers immigrés après la construction d'Amérique, bien évidemment. De toute façon, l'Amérique est une construction, les États-Unis sont une construction d'immigration. Les Américains, en soi, on rappelle que ce sont les natifs qui ont été repoussés et qui sont presque plus là, qui sont en mode en retrait. Et ça, on va pas reparler de ça exactement, mais je pense que le film va plus nous montrer l'Amérique que les Américains. Et c'est vrai que cette vie qui bouillonne, etc., est ensuite, on va dire, perturbée ou pas par l'arrivée d'un jeune riche ultime. Vraiment, j'allais dire, c'est le fils Poutine, peut-être pas quand même. C'est le fils probablement d'un des hommes les plus riches de l'ex-URSS. Et donc, quand arrive Vania, Ivan, on va dire, la perspective ne change pas forcément, on reste dans cette artificialité là, puisque c'est un jeune russe très très riche qui ne se soucie pas du tout des conséquences, puisque bah, il se comporte comme l'éternel adolescent qui a eu tout ce qu'il voulait depuis le début de son enfance niveau argent, mais on le sent hein, qu'il n'a aucune construction, et ça on y reviendra dans la suite du film, parce qu'on nous montre aussi son évolution ou sa non-évolution, plutôt dirait-on. Et bon, à ce moment-là, on peut se poser la question, euh, qu'est-ce que cette nouvelle artificialité sur l'artificialité que Sean Baker voulait créer nous dit sur l'illusion, on va dire, américaine, où on a donc cette jeune femme, Annie Anora, qui semble, on va dire, très consciente des choses, elle est intelligente, on sent qu'elle a choisi cela, bon, certainement, d'une certaine manière, peut-être par défaut, parce que socialement, c'est compliqué, mais en rencontrant quelque part son opposé, elle va y voir une échappatoire, mais ne serait-ce pas ici, on va dire, l'impossibilité d'un rêve américain que Sean Baker nous montre encore, mais alors peut-être pour la première fois dans son cinéma, avec aucun, enfin, j'ai envie de dire, elle est américaine hein, depuis 2 générations, Annie, mais avec au final que des gens qui sont ou pas américains, comme Vania, ou alors américains, mais très récemment, on va dire, dans la généalogie du pays. C'est intéressant ça. Et, bon, après, on pourra se poser la question, mais est-ce que Sean Baker ne veut pas représenter ici justement l'intervention de cette richesse ultra artificielle comme, on va dire, la représentation de cette Amérique qui se complaît dans l'artificialité ultime. Et voilà, enfin, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dès le début, Sean Baker nous pose un contexte très particulier qui d'ailleurs pourra ensuite lui permettre de développer son comic relief autour de ça. Mais oui, comme tu le dis, comic relief, oui, le film est extrêmement drôle, mais honnêtement, pour moi, cette richesse désabusée, elle est aussi absurde que le cinéma de Baker et jamais, pour moi, c'est lui qui a l'ascendant. Quand un bourgeois t'ouvre la fenêtre, c'est uniquement pour que tu rentres et que tu sortes par la porte. Oui, oui, c'est un petit peu ce qui va se passer. On le sent que cette idée de Cendrillon, là, d'ailleurs, à un moment, elle le référence. Elle parle de Disney. Hein. Ça rappelle que dans The Florida Project, il y avait aussi l'anti-Disney avec cet hôtel. C'est assez particulier.
Mais c'est vrai que tu le sens très vite, de toute façon, et c'est peut-être pour ça qu'il construit l'introduction avec artificialité ultime, que de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Mais le vice, entre guillemets, hein, de Sean Baker, c'est qu'il va nous faire croire en cette romance pendant, je sais pas moi, au moins 45 minutes, voire plus du Mais film. t'y crois, toi? Non, mais il essaye, enfin, tu vois ce que je veux dire, il détourne l'idée de que ce rêve se réalise. Mais C'est-à-dire que pour quand moi, ça même, semble. on va aller jusqu'à Vegas, il va se passer des trucs pendant une semaine, mais tu le sais très vite, le fait qu'elle est achetée, en fait. C'est-à-dire que son amour, cette romance est achetée. Elle est achetée, et même, je dirais bien, tachetée ou tachée aussi par cette corruption-là. Et ce qui est terrible, c'est que moi, j'essaye de comprendre à un moment le film, au début, et ça m'a perturbé hein, sur la première partie, c'est que est-ce qu'elle y croit vraiment, elle? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que lui, indirectement, il y croit? C'est-à-dire qu'à un moment, la bascule, presque, on pourrait croire qu'elle va se faire, que peut-être ils vont transcender leur destin. Mais toi, tu n'y as jamais cru, du coup. Mais moi, j'y crois pas, mais pour moi, Sean Baker ne veut pas qu'on y croie. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que selon toi, il y a un truc qui le montre vraiment? Parce que c'est vrai que là, c'est pas facile. Hein. Je pense qu'il faut le revoir aussi pour essayer de sentir les choses. Est-ce que tu penses que dès l'introduction, il nous construit l'artificialité, il en rajoute par-dessus? Mais dès Après, la dès la sur-artificialité du film, dès le ouais. début, on sait que tout n'est que plastique. Et quand leur amour, entre guillemets, la première scène où ils couchent ensemble, et tout ce qu'il a à faire à lui, c'est de lui faire durer là 5 minutes pour jouer aux jeux vidéo après, Ah ouais, c'est vrai. et de foutre des clips à la télé. Oui, on sait que Anora n'est qu'un moyen d'avoir un entre guillemets amour. Même pour moi, lui n'y croit pas. Lui, il ne lui promet pas monts et merveilles, il lui promet millions de dollars. Ouais, et puis cette idée qu'il joue avec l'amour, enfin, il joue comme il parierait à Vegas avec l'amour, avec l'argent qu'il a, mais aussi parce que ça reste l'éternel ado enfant qui ne peut pas s'engager vraiment. C'est vrai que Oui, c'est un personnage qui est assez. D'ailleurs, il est parfaitement interprété hein, par l'acteur. et Euh, le seul acte qu'il prend de libre arbitre, c'est de se barrer. oui, et Et ça, c'est on en même parlera. pas une émancipation du milieu c'est même pas une catharsis, ni un exode du milieu capitaliste, non, c'est juste une exode de vie. Il part. Oui, parce que voilà, comme un enfant qui a fait des bêtises, hein, il a peur de ses parents. Oui. C'est terrible. On en Et il a parlera peur plus. d'elle aussi. Ouais, et il a peur de peut-être devoir s'engager. Enfin, ça, c'est intéressant. Il y a cette idée. D'ailleurs, à un moment dans le film, elle lui dit sois un adulte. C'est intéressant à ce niveau-là. Mais c'est vrai que toute cette première partie, en mode vaste illusion, c'est strass et paillettes, hein, d'ailleurs. Feu d'artifice, alcool et drogue et rock'n'roll. Hein. Alors, il n'y a pas le rock'n'roll, mais plutôt musique électro, on va dire ça. Mais il y a cette idée-là que, voilà, le jour de l'an avec les feux d'artifice, c'est vraiment l'exubérance absolue. Même cette vue extraordinaire sur un des ponts de New York, où elle contemple et elle est contemplée en train de contempler, c'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme de la contemplation. Même celle-là, elle fait artificielle. Ça fait un petit peu vue catalogue, quoi. Mais d'ailleurs, il y aura un retournement de ces vues et de ces points de vue catalogue à un moment dans la deuxième partie du film. Et c'est intéressant parce que Sean Baker, il aime bien justement construire des faux rêves dans ses films pour montrer que l'Amérique n'est faite que de choses factices, dans l'idée même que le système américain, les gens qui vivent là, au final, sont tous des descendants de gens qui ont souffert et qui ont fui quelque chose. Et Vania, il arrive là et il fuit ses parents, en fait, en vivant à New York. C'est intéressant Et parce que Vanilla. tu peux le voir. Hein. Lui, il veut Et devenir Vanilla américain. devient quasiment un immigré, quoi. Ah, mais c'est ça. Mais, alors lui, c'est intéressant parce il fuit, on va dire, les responsabilités parce que son père veut qu'il travaille dans l'entreprise, mais avec l'argent. Lui, il arrive avec l'argent et il injecte cet argent-là, cet argent russe, dans l'Amérique pour, on va dire, encore plus accentuer l'artificialité. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu le rêve américain, voilà, cette construction de capitalisme, tout ça, bon, grosso modo, hein, qui a construit aussi cette idée de richesse absolue qui a donc indirectement aussi influé sur l'ex-URSS. Et cet argent-là qui a gravité pendant des décennies revient aux États-Unis à travers Vania. C'est une sorte de retour, hein, quelque part, aux sources de cet argent-là. C'est particulier, ça, en fait. C'est pour ça que ce film est intéressant dans le sens où le rêve américain revient par la Russie. Là. Ce qui est quand même ironique quand on sait que, voilà, Ben, avec la guerre froide, c'est le juste miroir du cinéma américain, quoi. ouais, Le qui cinéma retourne américain les s'est codes. construit sur la haine de la Russie, que maintenant Sean Baker arrive et leur dit qu'ils sont rien sans la Russie.
Mmh. Et c'est en même temps le miroir de Red Rocket qui nous montrait que les Américains n'étaient que des rêveurs trash et qu'en fait, Anora arrive et nous dit: «Au fait, l'Amérique aussi, c'est qu'un rêve». Ah oui, mais tout est rêve. Alors le seul truc concret, c'est la vie d'Anora, en fait. Voilà, elle fait des choses concrètes. Heu, on sait pas le but qu'elle a au début, c'est intéressant parce que, on pourrait reprocher ça au film, mais en fait, je trouve ça passionnant, c'est qu'on ne sait rien pratiquement de son background. Le seul truc qu'on voit, c'est sa sœur, voilà, qui se tape un mec à un moment. Alors, je sais pas, c'est peut-être son mec tout simplement, hein. Et qui veut boire Et du on lait. et puis on parle elle parle aussi de ses origines par sa grand-mère et tout, que sa mère est en Floride, voilà, c'est tout. On n'en saura rien de plus. Et d'ailleurs, ça peut faire écho au final du film aussi ça, hein, je pense. Il y a un manque dans sa vie. Il y a, comme dirait Samir, Microciné, il y a une image manquante de toute sa vie d'avant. Et justement, on sent qu'elle a dû se construire elle-même et que ça n'a pas été facile pour elle. Et là, elle arrive, en fait, elle va remettre en question sa propre construction en rencontrant Vania, quoi, quelque part. Ou c'est lui qui va, j'ai envie de dire, la déconstruire, on va dire, temporairement dans son libre arbitre à elle, mais elle va reprendre le dessus. Mais tu parles de la déconstruire, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la relation entre Vanilla et Anora, j'ai pas envie de dire que c'est Vertigo, mais quand même. C'est lui qui Ah, va la modeler. oui, oui, c'est Il va la modeler pas. comme lui, il veut. C'est vrai que ça, de toute façon, voilà, Vertigo a inspiré pratiquement tout un pan du cinéma américain. On le sait. L'ami Desgadi ne contredira pas à ce sujet. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là où en fait, il voit en elle l'Amérique brute, peut-être. Enfin, cette Amérique. Pour moi, il voit en elle le rêve dont il est conscient qu'il n'existe pas. Ouais, voilà. Et Il c'est veut vrai sa que, bah, petite fille américaine d'origine russe, qui ressemble à ça physiquement, qui pourrait être sa femme, qui pourrait être exclusive maintenant. en fait, il veut sa Reine des Neiges, il veut sa Tout Anastasia, en sa est, princesse. mais il efface tellement le background d'Anora, Ouais. bah, qu'au final, Anora, ça devient un personnage de cinéma dans le cinéma. Ah oui, oui, parce qu'il l'a construit par artificialité avec l'argent, avec, la bague 3 ou 4 carats, voilà, on monte, hein. D'ailleurs, il monte les enchères avec elle. C'est un jeu entre les 2, mais c'est malsain. C'est-à-dire que l'amour, se place sur l'excès d'argent. C'est de toute façon, dès le début, ça Oui, ne peut parce que que mal se terminer. les Il 2 la sont trompe. capables d'aimer. Même sur, je sais plus, sur un moment, il y a une scène où, il dit, «Ah, tu t'accepterais, voilà, pour 10 000, pour 20 000», et après il dit: «Ah non, en fait, j'aurais dit 30 000», tu vois? Enfin, il y a c'est particulier. Elle s'en amuse, mais en fait, en faisant cela, je pense qu'intérieurement, elle commence à ressentir les effets, quoi. Et intervient donc le côté slapstick. On va développer en spoiler, mais à un moment, il y a un retournement dans la maison de Vania. Un retournement dans tous les sens du terme, hein, la maison elle est retournée, hein. C'est particulier parce qu'on n'a pas parlé de ce contexte-là, mais bon, Vania, certes, il est aux États-Unis, livré à lui-même, mais il a des protecteurs sur place, dont le parrain arménien. Personnage extraordinaire, ça. Personnage extraordinaire. Mais, Extraordinaire, mais qui montre pour moi, la première chute d'Anora. mais en plus, enfin, pour contextualiser, donc c'est vraiment le parrain au premier degré, et au sens du terme global même, hein, du jeune Ivan, Vania. Et même, il est homme d'église, hein, orthodoxe. Il fait un baptême, à un moment, il doit interrompre le baptême parce qu'il y a une urgence. C'est là où ça commence à être drôle. Tu as une sorte de décalage scorsésien, presque. Je sais pas ce que tu as pensé à ça. On pourrait penser à ces films, ouais, peut-être pas Scorsese, mais je sais Bah pas, si, ouais, on peut penser à Little Odessa aussi indirectement, mais en beaucoup plus extravagant, hein, parce que ça se passe un petit peu dans le même contexte que ça Little aurait été Odessa. du second degré si jamais ça avait été beaucoup plus centré sur les personnages et sur l'humain. Mais bah, le parrain, c'est littéralement Casino. Oui, tu as un mélange Bah, qui est la presque. séquence de baptême qu'il interrompt avec les coups de téléphone, Ouais. c'est littéralement l'ouverture de Casino. Ouais, c'est pas faux. On pourrait même aller dans le Loup de Wall Street sur certaines scènes aussi. Presque, presque. Dans cette Mais comédie américaine un peu déjantée, là. Qui... avant tout, le parrain, toi, tu le connaissais et on le connaissait tous les 2. Ouais, c'est vrai. Et ce Ce que qui je était dans regrette un peu, Tangerine, hein, par exemple, hein, un c'est personnage. qu'il a exactement le même rôle que dans Tangerine. Oui, le gars Et qui même arrive pire, et. même plus que ça, bah, l'équipe de protecteurs de Vania ont le même rôle qu'ils ont que dans Tangerine. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont prendre la voiture et qui va conduire, Oui. c'est celui qui joue le chauffeur de taxi dans Tangerine. Et qu'est-ce qui va se passer? Heu, il y a un gars qui va prendre une pastille anti-vomitive et qui va gerber. Pourquoi? Parce qu'il gerbe dans Tangerine.
Ah ouais, il fait des petits échos. Mais à un moment, le film devient Tangerine, hein. Mais le film, Sauf dans la seconde partie, à partir du moment où ça s'engueule dans la maison et ça la retourne dans tous les sens du terme, pas comme Vanya avec Anora. Au Et secours! Ah, on la garde, hein. on Enfin, la faut garde. assumer. Faut assumer. Non, mais c'est aussi intéressant, je vais en revenir aussi pour cette vanne qui est finalement à son sens dans le film. C'est qu'il Ouais. l'assume jamais, sa femme, déjà. Ah oui, oui, oui. Mais c'est qui est terrible d'ailleurs, parce Il est qu'avec elle, il terrible. est là en mode oh, mais Il en veut fait. coucher 1 ou 2 fois avec elle pour dire qu'il l'a fait, mais c'est tout. Mais d'ailleurs, bon, il couche comme un lapin, quoi. Enfin, on a Il l'impression couche, limite qu'il se dépucelle en fait avec elle, hein. mais en fait, il a juste Grosse envie limite. de le faire comme un lapin. En fait, il veut pas l'aimer. Il fait pas l'amour ici, entre guillemets. C'est juste vulgaire. Il veut juste y aller, tirer son coup et repartir jouer aux jeux vidéo. Ah putain, ça, c'est terrible, c'est quand même. Non, là, c'est le gamin, quoi. Il faut que ça aille vite. Parce qu'il s'ennuie si Faut ça que va tout pas vite. aille vite, faut que tout aille vite. Elle lui dit: «Prends ton temps» et la seule chose qui va durer avec lui, c'est sa fuite. Alors ça, on en parlera parce qu'il disparaît du film pendant peut-être une bonne demi-heure, voire 45 minutes. C'est assez particulier. Je Et pense qu'on franchement, on peut rentrer dans une zone spoiler pour celles et ceux qui veulent oui, vraiment vas-y. avoir le mystère absolu, parce que là, il y a, voilà, la deuxième partie du film, c'est le bazar. Bon, spoiler, donc, qu'est-ce qui se passe à un moment? Il y a le garde du corps, qu'on voit un peu au début du film, là, le parrain, et une sorte d'homme de main, là, chauve, qui est joué par Yuri Borisov, qu'on a vu dans des films russes, notamment chez Serebrennikov. Il me semble qu'il était dans La fièvre de Petrov, mais je suis Bah, pour pas sûr. moi, il est dans la fève de Petrov, je vais Ouais, te dire ça tout de suite. ouais, je crois qu'il y est. De toute façon, c'est une tête que j'ai déjà vue ailleurs. J'ai pas vu Compartiment numéro 6 où il joue, donc c'est peut-être là. Je l'ai vu et c'était vraiment pas bien, comportement numéro 6. Ah, Et oui, c'est l'acteur de la fête de Petrov. d'accord. Alors, c'est un personnage extraordinaire, ça, mais qui va se révéler au fur et à mesure de la deuxième partie. Et donc, il se passe là, les trois hommes, donc protecteurs, si on veut, d'Ivan, plus Ivan, plus Anora. Et alors là, c'est le bazar. Il se barre. Bon, Anora ne part pas avec lui parce qu'elle est à moitié à poil, donc oui, bah, lui, il se barre. Lui, il veut aller très vite. Encore une fois, hein, c'est un peu cette continuité. Hein. Il la laisse même pas s'habiller, quoi. Il faut partir. Et alors, bah, du coup, bah, il s'en va, il la laisse, hein, il l'abandonne aux yeux des trois hommes. Elle se fait agresser, clairement. Alors, parce qu'ils veulent la calmer, mais bon, voilà. Et alors là, on voit, et on le savait d'avance, Anora, Annie, j'allais dire, se libère. D'une manière ou d'une autre, elle se libère, mais elle va rester emprisonnée. Et elle se lâche. Et alors là, elle le donne des coups de pied dans le nez et tout. C'est extraordinaire, c'est jouissif, ça. Il y a presque un côté. Alors, j'ai pensé au cinéma des frères Cohen, quand même. C'est entre Tarantino et Cohen, mais la version Shane Baker, quand même. Un peu slapstick à l'ancienne. Même si Yanora, j'ai des problèmes avec, ça reste très au-dessus de ce qu'on peut faire les Cohen. Ah, ouh là 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 là, ouh, tu vas pas te faire des amis avec ce record. Tu vas pas te faire des amis. Et dans cette idée de. Bon, en tout cas, elle s'affirme. Hein. Elle s'affirme, elle mord. Et même avec elle crie au viol à un moment et tout. Hein. Donc là, c'est là où le film confirme l'idée qu'il retournait le male gaze dès le départ et qu'il y a aussi une lecture d'émancipation nécessaire là, d'une femme qui, de toute façon, ne doit rien à personne au début, qui s'est enfermée dans cette illusion et ce rêve. Peut-être, on ne sait pas, pour l'argent, est-elle vraiment tombée amoureuse? C'est compliqué à essayer de dire. Et là, elle se relibère dès qu'elle voit que Vania se bat. Elle a compris, hein, au fond d'elle. Elle a compris que de toute façon, elle ne pouvait que, on va dire, compter que sur elle. Et alors, après, bah, les trois plus elle vont partir en mini road trip euh, dans New York pour retrouver Vania, qui va picoler et terminer dans un état lamentable. Et cette disparition de Vania, c'est intéressant, hein, je trouve. C'est-à-dire qu'au moment où elle se reconstruit, elle est face au danger, quelque part, l'illusion disparaît. Mais l'illusion disparaît, mais pour moi, c'est surtout un acte qui est plus comique qu'autre chose pour moi. Bah, c'est comique, mais après, il y a quand même, on sent que c'est sombre On sent que c'est aussi. sombre, mais surtout, on sent que c'est Tangerine. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, à un moment, moi, le gars qui se prend le bourre-pif dans le nez, qui commence à avoir une commotion cérébrale, qui vomit, moi, j'étais persuadé à un moment qu'il allait crever dans un coin. Mais non, c'est presque dommage. Surtout que quand tu as une commotion cérébrale, si tu t'endors, c'est grave, hein, potentiellement. Oui. Donc ça, il faut le savoir. À un moment, il s'endort, je me dis, oh putain, là, il va jamais se réveiller. Ben non. Bon, c'est dommage. Enfin, c'est Oui, mais dommage, c'est non, parce que. l'Amérique. C'est ce tissu de rêve factice chez le maker. Ça aurait été perdre son film que de tuer celui qui veut ramener à l'Amérique ce qu'il est. Ce qu'elle est plutôt. Ben, oh, puis il y a ça aussi, maintenant que j'y pense. Alors, il y a lui, mais le personnage du parrain, là, Toros,
qui à un moment, bah voilà, je sais pas, il doit avoir 40, 50 ans, 50 ans en plus. Hein. Et à un moment, il va affronter la nouvelle génération, il supporte pas les jeunes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a dans un bar, à un moment, il va prendre les jeunes à partie. Ils sont là sur TikTok, Instagram et tout, et tout. Tu sais, c'est le tonton boomer, quoi. Et ça montre aussi comment l'Amérique se construit par strates. Dire que là, il est peut-être aux États-Unis, c'est peut-être la première génération où ses parents étaient là avant, j'en sais rien. Et il est déjà plus américain que d'autres, quoi. Il commence à critiquer la jeunesse qui fait n'importe quoi. Je sais pas. Moi, ça m'amuse beaucoup, ça. Mais après, est-ce que Sean Baker aime vraiment la jeunesse? Bah, avec Anora, oui. Hein. L'actrice, enfin, le personnage, je veux dire. En fait, il condamne rien. Hein. C'est juste qu'il montre des oppositions, qu'il montre l'illusion, et qu'il montre des gens qui ont du mal à se comprendre aussi, quelque part. Il y a, enfin, qui aimeraient se comprendre, mais au-delà de ce que l'Amérique est pour eux, quoi. Et puis après, bah, on rencontre plein de gens. Alors là, on imagine aussi, c'est le retour du Sean Baker absolu par rapport à la première partie du film. On imagine des figurants et des figurantes probablement triés sur le volet qui ont jamais fait quoi que ce soit dans le cinéma avant. Je sais pas s'il n'y a pas un personnage de Tangerine à un moment, vers la fin. J'ai un doute. Hein. Ben, il revient un peu à Tangerine avec Anora, donc il y a moyen qu'il y en ait un. Parce que je sais qu'en commentaire de ma vidéo, il y en a un qui a dit on voit la dealeuse blonde de Tangerine. Alors, je suis pas certain, il faudrait voir sur les crédits. Mais je sais pas, possible. Et après, ben, en fait, le film fait clairement, comment dirais-je, il fait une boucle. Il revient au club de striptease pour, on va dire, l'un des actes finaux. Enfin, bon, entre-temps, il y a eu Las Vegas, il y a eu le mariage, hein, en mode very bad trip, mais pas vraiment. Ça, je pensais vraiment à ça. Mais bon, very bad trip étant le versant premier degré artificiel de l'Amérique, hein, à travers cette trilogie de comédie, que Sean Baker retourne aussi indirectement là. Et donc, retour à la boîte de striptease, où alors tu as tout un truc, où tu as la, comment ça s'appelle, la Diamond, qui est la rivale d'Anora, qui veut se taper à tout prix Vania, qui revient bourrée, parce qu'elle était jalouse. Ça montre aussi la convoitise. Hein. Il y a des personnages américains dans le film. Diamond, elle est très américaine, et elle veut à tout prix, elle s'appelle Diamond de toute façon. Voilà. Elle, c'est la Damon, gold c'est le digger. capitalisme. Et contrairement à Anora, qui change son prénom et son apparence pour les clients, bah Diamond, ce qu'elle veut, c'est l'argent directement, elle ne s'en cache pas. Tandis qu'Anora est directement dans un contexte beaucoup plus social, où dès que tu la vois au début, elle apprend le russe pour parler à Vania. Bah, en fait, le russe, parce que sa grand-mère lui parlait beaucoup, c'est intéressant de ça. Et puis Diamonds, bon, c'est She shines like a diamond, quoi. C'est un petit peu cette idée-là. Et alors, il y a tout un bazar. Après, ça n'arrête plus. De toute façon, à partir du retournement et dans les rues de New York, la comédie est tout le temps là. Hein. Le passage de la fourrière avec la voiture, tous les moments à Coney Island aussi. Et oui, il y a bien la dealeuse blonde de Anora. Ah d'accord, bah voilà, donc donc il a repris un personnage de Tangerine. Alors peut-être qu'elle joue même son propre rôle, et ça c'est possible, mais bon ça, peu importe. On pourrait imaginer qu'elle est partie à New York, pourquoi pas, hein, réussir sa vie autrement. Et puis il y a le personnage Igor, donc cet homme de main chauve, qui a l'air un peu psychopathe. D'ailleurs, elle le prend pour un psychopathe au début. Hein. C'est vrai qu'il a une tête particulière, quoi. Une sorte je sais pas. Il pourrait avoir la gueule de l'emploi du tueur à gages, quoi. Mais en fait, il s'avère que c'est peut-être le plus humain de tous. En tout cas, c'est l'homme masculin le plus humain de tous dans le film. D'ailleurs, très vite, hein. Ah, je vis chez ma grand-mère, attends, j'ai cherché des médicaments pour ta commotion. C'est pas un méchant, lui. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est le miroir d'Anora. C'est lui qui a choisi de vivre cette vie-là, par défaut probablement, mais qui s'est affirmé aussi. Et les deux commencent à se rapprocher à la fin. Moi, j'ai trouvé ce moment. Alors, toi, t'as pas aimé. Alors, qu'est-ce que t'as pas aimé sur le dernier moi, cette acte fin, c'est... on arrive au moment où, pour moi, le film aurait dû s'arrêter dans l'aéroport ou sur le pas de l'avion. Où elle s'en va, elle monte pas dans l'avion et elle Et fait ça aurait sa dû vie. s'arrêter là, elle monte pas dans l'avion, elle se casse. Mais malheureusement, elle monte dans l'avion. Et malheureusement, Sean Baker, pour nous montrer que l'Amérique gagne toujours contre les rêveurs, elle monte dans l'avion. Oui, mais c'est sa façon de Et puis la s'émanciper aussi. scène Elle dure sait qu'elle beaucoup peut trop pas longtemps. Et s'émanciper. Si elle reste mariée à Vania, elle peut pas s'émanciper. C'est peut-être ça le oui, message. entre guillemets, oui, mais si Sean Baker avait quelque chose d'autre à raconter, ça aurait été passionnant. Sauf que pour moi, il arrête son film là. À partir de l'avion, tout est brouillon. Elle a la retrouvaille de Vania avec son père, j'y crois zéro. Hmm. Que ça commence à boire de la vodka dans un avion qui ressemble juste à un métro vu de l'intérieur, je n'y crois pas. Ouais, Prenez le il désingue, TGV et le métro, vous voyez, fusionner les deux, ça fait l'avion d'Anora. il désingue les Russes, hein, Sean Baker, un peu quand même à ce niveau-là. Parce que les parents, c'est vraiment la
je sais pas moi, c'est la caricature des riches russes qui, avec la mère là, un petit peu Mais énervée. les parents ont des répliques qui sont assez intéressantes et qui racontent quelque chose sur l'Amérique et qui racontent quelque chose sur la Russie. Ouais. Mais après le personnage d'Ivan, pour moi, il est fini. Et tu as pas Littéralement. trop. Non, mais le regard face caméra du père qui raconte à son fils qu'il aurait préféré qu'il soit gay plutôt qu'il épouse une prostituée et que le fils derrière réponde: «Mais tu as quoi contre les gays? Faut arrêter». Ouais, ouais, ouais. Il y a tout un jeu là-dessus sur l'homosexualité parce que Anora, donc l'homme de main Igor, là, elle le traite comme cela. C'est pas très, voilà, c'est particulier, mais c'est du franc-parler, quoi. C'est du Mais franc-parler et si on ne savait pas que, Sean Baker tolérait les queers, vraiment ça aurait oui, été très problématique. je pense qu'il titille là, en fait. Il titille un peu, Il se dit, mais ceux qui vont découvrir mon cinéma avec ce film, mais attendez, regardez ce que j'ai fait avant. Je pense que c'est ce qu'il veut dire aussi avec Anora. Il a fait un film plus mainstream. Enfin, d'ailleurs, il se mainstreamise de plus en plus il en se soi. mainstreamise de plus en plus et pour moi Red Rocket était la parodie du film mainstream par excellence et Anora, c'est Tangerine avec un miroir bling bling. J'ai Mm. peur qu'il se perde et j'ai peur que la Palme d'Or détruise Sean Baker. Moi, je suis persuadé qu'après ce film, il va revenir un film très dépouillé, avec beaucoup d'épure. Parce que il peut pas, s'il va plus loin, oui, il va se perdre. Là, il est arrivé à la limite. Pour moi, Il peut pas. c'est Anora, c'est le peut-être, summum du cinéma artificiel. Faut pas. ouais, mais c'est extraordinaire parce qu'Anora, je pense que difficile d'apprécier Anora si on n'a pas vu les films d'avant. C'est particulier, hein. Vous pouvez découvrir Sean Baker là-dessus, mais attention. Voilà, gardez en tête qu'il a Je fait des vais être films en avant. désaccord. Pour moi, Anora, c'est la porte d'entrée parfaite pour Sean Baker. Ouais, mais tu peux aussi te la prendre en plein dans la gueule, la porte d'entrée avec ce film, hein. Oui. Voilà. Et alors, est-ce que tu as cru ou non, j'ai envie de dire, hein, en ce début de potentiel de relation, je t'aime moi non plus, potentiel, hein, entre Anora et Igor, donc l'homme de main qui la garde à la fin jusqu'au bout. Zéro. Voilà. Mais pour moi, ça sort de nulle part. C'est compliqué. Il manque peut-être, Et c'est peut-être le défaut du film, il manque peut-être quelque chose de, je sais pas. Est-ce que c'était nécessaire de les voir parler, par exemple, ensemble, en mode mais touché et tout, là, je sais pas. touche. Touche. Et non, à partir du moment où le divorce est signé du coup par l'actrice qui joue la dealeuse blonde de Tangerine, qui joue le juge de divorce. La pauvre, elle prend cher, hein. Elle a rien demandé, mais. Ben, elle prend cher dans les deux films. Hein. Ah oui. Et ben, j'y crois plus. Alors, c'est compliqué parce qu'on essaie de rapprocher deux personnes qui essayent de vivre leur vie, quoi, indépendamment du reste, C'est mais ça, qui des sont quand même miroirs les uns et dépendants de les autres. certaines choses. C'est des miroirs les uns et les autres, mais dès l'engueulade devant la télé, Ouais. c'est un jeu qui me perturbe et c'est surtout que Sean Baker décide de nous faire des paliers de décompression. Et il y a un truc, alors, dont il faut parler, c'est la scène finale. Donc, ça y est, c'est fini, Anora, machin, on la ramène chez elle. Nauséabonde. Alors, elle est compliquée, cette scène. Il faut la décortiquer un peu. Parce que donc, elle se retrouve dans la voiture avec Igor, au revoir, machin. Et qu'est-ce qu'elle fait au lieu de le quitter? Hop, elle revient dans la voiture, elle lui fait une lap dance. Et pour le moment, j'étais là en mode, mais pourquoi? Alors, il faut se poser la question. C'est pas gratuit. Sean Baker, il va pas mettre un truc cringe juste pour être cringe. C'est pas ça l'idée, hein. Il fait une lap dance, et après, bah, elle se rapproche. Elle lui fait plus qu'une lap dance, hein, d'ailleurs, hein. Elle met la main au paquet. Et il l'embrasse. Et au moment où. Ah non, il y a un truc avant. Il y a quoi avant? Il l'étrangle. Ah oui, enfin, ah ouais, ouais. Bah oui, parce que Et c'est elle qui l'embrasse. délire sadomaso, peut-être. Il la gifle, il l'étrangle, il la Ouais, c'est ça. plaque contre le siège de voiture et après elle l'embrasse. Et là, après, bah, elle crie, et elle le repousse, et Elle elle pleure. crie, elle le repousse, elle pleure et se lance dans le plus grand des silences au générique de fin. C'est ça, on entend que le bruit de la voiture et générique très vraiment très épuré, hein. Ça ne défile pas, hein. C'est très brut. Et là, il faut se poser la question. Elle crie sur ce moment-là parce qu'elle se sent peut-être agressée. Alors, on peut faire plusieurs interprétations, on tombera jamais juste. De toute façon, Sean Baker, il a fait exprès cette fin, hein. Mais moi, pour moi, elle crie toute sa frustration, bon, de ce qu'elle a vécu là. Forcément, elle a vécu un trauma quand même là. Imaginez ce qu'elle a vécu pendant le film, quoi. Mais peut-être même le trauma de toute sa vie. C'est pour ça qu'on ne sait rien de ce qu'elle a vécu avant. Mais on parle pas du père, par exemple, hein. On parle pas du père, hein. On peut imaginer beaucoup de trauma derrière. Tu parles de toute sa vie, c'est assez intéressant, mais pour moi, c'est plutôt un retour à la normale. Elle a Le pas envie de retrouver sa routine. la fin du film, c'est des paliers de décompression pour retourner à la réalité. Et Mais le donc, pour problème, retourner c'est à que la le film, il se réalité, passe pas solo.
C'est pour que le retourner à film, il la se passe pas sous réalité. l'eau, le film, il se passe dans les cieux et elle se crache à la fin. Ben, quand tu rencontres la Terre après avoir rêvé, ça fait toujours mal Ah et oui, malheureusement, tout Sean Baker, c'est des jeux de pouvoir dans Anora mais du et ben, il y coup, a plus de pouvoir à la fin, donc elle revient à sa place qui est de se vouloir soumise pour de l'argent, mais malheureusement plus personne ne veut d'elle. ah ouais, Il ouais, reste ça plus que là. Ross. Et non, il reste plus que oui? Non, c'est Igor qui reste C'est-à-dire qu'à la fin, la pauvre, tellement traumatisée, tout ça, pour revenir à sa réalité, elle fait une lap dance pour revenir à sa réalité, quoi. et tu l'as bien cette lap dance, elle est silencieuse. Ouais, oui, il y a pas de musique, il y a rien Mais du elle tout. finit seule en fait, mais c'est tout se passe dans sa tête quasiment. C'est la revanche d'un conte et malheureusement c'est douloureux. Ouais, c'est une fin qui pour moi très amère, hein, et très triste. De toute façon, l'absence de musique totale, même dans le générique. Non, on n'a pas Take That à la fin, hein. C'est l'inverse, hein. C'est vraiment l'inverse du début, hein. Le début, c'est hyper artificiel, bling bling et tout. À la fin, c'est hyper cringe et sombre dans un décor tout petit, une voiture, sous la neige. C'est complètement l'opposé, hein. D'ailleurs, avant cette scène, dernier plan dans la villa, dans la maison de Ivan, c'est un même plan qu'on voit avant où elle contemple le pont, mais il neige. Il n'y a plus personne derrière elle. Elle est seule. Oui. D'ailleurs, c'est un plan où, quand elle contemple le pont, deux reprises dans le film, où elle est dans un cadre, elle est observée par le spectateur. Moi, j'ai aussi ressenti à la fin qu'elle crie et tout parce qu'elle a été observée et scrutée par le spectateur à travers ce film. Elle se rend compte à la fin qu'elle n'est qu'un personnage de cinéma. Tu le disais tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Mais elle s'invente comme un personnage de cinéma et elle est façonnée comme un personnage de cinéma Ouais. et entre guillemets, «elle n'est qu'un personnage» vu qu'elle n'est jamais respectée. Et peut-être que Sean Baker, il veut critiquer aussi l'industrie, notamment hollywoodienne, qui bon, déjà sexualise les femmes à outrance, c'est un fait. D'ailleurs, j'ai vu une critique rapide de Stéphane Michel, hein, que je salue s'il passe par là, qui se posait la question de l'ultra-sexualisation d'Anora, alors que par exemple, Ivan, bah, lui, on ne le montre pas trop nu et tout, hein. Bon, on le montre avec la gaule à un moment quand même. Ça m'a rappelé un autre film, ça. Ça m'a rappelé un film d'Alain Guiraudy. Bon, c'est pas grave. Rester Tu vertical. vas encore parler de Miséricorde. Non, bah oui aussi, mais il y avait dans Rester vertical à un moment, il y a aussi, et hop, il ouvre la porte avec la gaule, pareil. C'est des délires, quoi. Mais c'est vrai que techniquement, il n'est pas faux qu'on la sexualise beaucoup, la caméra, mais Mais c'est un film de Sean Baker. voilà, mais il veut justement dénoncer cela en forçant, on va dire, une forme de male gaze pour le retourner et mettre le spectateur face à sa responsabilité morale aussi, Et peut-être. j'ai quasiment envie de dire que la critique de Stéphane Michel aurait pu être intéressante. Mais peut-être Mais il qu'il y a une fera une pro critique écrite hein, pour son site, ben, Stéphane ça Michel. serait très intéressant de le lire, mais j'ai du mal à comprendre le problème que peut poser l'hypersexualisation d'Anora quand tu vois que Red Rocket, c'est Simon Rex qui l'a subi. Oui, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous découvrez Sean Baker avec Anora, mais gardez en tête ce qu'il a fait ailleurs aussi, quoi Et qu'il arrive. dans Florida Project, c'est les gosses. Oui, mais il n'y a pas du tout de sexualisation. C'est l'Amérique, Quand même. c'est le faux château. Ouais, mais c'est parce qu'ils essayent de jouer au grand. C'est le malheur, ça, un peu aussi des fois, hein, c'est que Oui. les enfants, bah, c'est les échos des parents, donc ils vont faire les mêmes bêtises. Regarde Vania, là, hein, enfin, lui, il essaye de s'en émanciper, mais c'est compliqué. Et cette fin, elle est tragique, en fait. Justement, s'il n'y avait pas cette fin, peut-être qu'on pourrait pas retourner complètement ce qu'on a vu avant dans le film aussi. Je sais pas. Je... Je sais pas, ça donne envie de le voir une troisième fois. Ouais, Mais parce que la première fois à Cannes, vraiment, cette fin m'a juste révolté et m'a juste fait mais perdre foi en le plaisir que j'ai pu prendre devant le film. Quand je l'ai revu avec des Desgadi récemment, ouais. lors d'une avant-première, j'ai compris qu'il y avait vraiment des jeux de pouvoir à cette fin et qu'elle pouvait être intéressante Hmm. à analyser, mais il me faudrait peut-être un troisième visionnage pour la comprendre. Mais si c'est le cas, Sean Baker est grand. Si c'est pas le cas, ben Sean Baker c'est juste foiré avec Anora que sur la fin. En tout cas, le débat est lancé. Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et n'hésitez pas en commentaire à revenir hein, sur ces points-là, parce que je pense qu'il peut y avoir des points de vue très différents. Il peut y avoir des gens qui ont été choqués et qui pensent que Sean Baker s'est complètement perdu là. Mais il faut le voir, hein, Nora. C'est un objet cinématographique j'allais dire, qui est faussement simple. C'est-à-dire que, voilà, vous allez voir côté comédie, tout ça, bling bling. Mais derrière, les couches de lecture sont multiples. Et il ne faut pas oublier que Sean Baker, c'est un cinéaste qui parle de l'Amérique. Mais l'Amérique underground qu'on ne voit techniquement jamais au cinéma. Et celle-là, même si on a l'impression de l'avoir déjà vue, à travers des Scorsese ou autres, Frères Cohen, Tarantino, bref, enfin, vous croyez avoir vu ça.
genre le côté artificiel et bling-bling. Mais quand on creuse la psychologie, notamment d'Anora, c'est rare, en fait, dans le cinéma américain, ce qui nous est montré là, encore. C'est peut-être son plus mainstream, mais ça reste quand même. Il y a quand même des scènes qu'on ne verrait ailleurs, qu'on ne verrait pas ailleurs, en fait. Mais ce serait intéressant aussi, n'hésitez pas à rebondir là-dessus, ci-dessous, de savoir où ira Sean Baker après ça. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il va être, est-ce que ça pourrait être le risque, hein, engagé par un gros studio pour faire quelque chose, film de commande? Je pense qu'il refuserait. Moi, personnellement, je pense qu'il refuserait. Parce qu'il aura des propositions, c'est sûr. Palme d'or, tu as des propositions. Regardez Justine Triet l'année dernière, elle fera peut-être un film avec les Américains, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est un peu en Mais stand-by, ça. maintenant, elle a signé chez les US, hein, Justine Triet. Voilà. Mais du coup, attention. Et comme Happy Chapong, hein, il a reçu des propositions avec sa Palme d'Or. Mais Shane Baker, au contraire, moi, je serais beaucoup plus intéressé de le voir sur un remake. Sur ce qui pourrait apporter de plus à un cinéma américain mourant. Bah moi, j'ai une idée. Sean Baker pourrait faire un remake de Sueur froide, Vertigo. Non mais, allez. Est-ce que Shane Baker pourrait faire le remake d'un bon film, s'il vous plaît? Oh non, c'est un des meilleurs Hitchcock, voyons. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. On sait qu'un jour, si on fait une rétrocritique sur Vertigo, tu es obligé d'être là. Faut que ça soit, faut que ça fight. Mais vous l'avez compris, en tout cas, Nora, c'est un film qui nous fait discuter, qui nous fait penser, et c'est ça qui est important aussi dans le cinéma. On a même bravé quelques bugs là au moment de l'enregistrement. Ça s'entendra peut-être pas, mais si jamais vous voyez une incohérence autour des 5, 10, 15 minutes, c'est logique. On a dû couper un gros truc, c'est une bug de connexion. Je préfère prévenir d'avance parce que parfois les raccords sont bizarres, mais c'est pas grave. Finalement, on est retombé sur nos pattes. Et merci Joe pour ce moment de discussion. Bah, merci à toi. Et franchement, alors, au moment où cet épisode sort, on est peut-être dans le week-end, mais voyez des films cette semaine, il y a énormément de belles sorties. Il y a le nouveau Clint Eastwood, il y a Flow, un magnifique film d'animation. Et toi, tu vas nous conseiller Cette semaine? Ouais. Ose le dire, le film que tu as aimé qui est sorti cette semaine. Ok. Ah, tu parles de la semaine du 30, ouais, je vais vous dire d'aller voir Venom 3. Ouais, Venom 3, ouais. Allez, à la rigueur, en famille. Mais voyez Flow quand même. Mais Voilà, voyez vraiment Flo. Mais de voilà, manière, mon Flow. film préféré de la semaine, c'est Flo, hein. Voilà, Flow, juré numéro 2 de Eastwood, voilà, dont on parlera probablement dans une autre émission. Je crois que c'est une des semaines cinéma les plus riches de l'année. Voilà. Peut-être trop riche parfois, parce que du coup, il y a des films qui passent à la trappe, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, essayez de, voilà, si vous avez le temps, un week-end prolongé peut-être, je sais pas. Mais on vous dit à très très bientôt pour d'autres aventures, et n'hésitez pas aussi à écouter nos autres émissions. On a parlé aussi d'un film pour Halloween, là, récemment, et allez lire aussi les articles. T'écris pas mal, hein, sur le site Et de surtout la qu'il nous 7e reste émission. encore à publier en écrit l'interview qu'on a eue de Juste Philippot, Waouh. ainsi que 4 critiques de Mauvais Tour, Flo, La Table à Café, ainsi que Hundreds of Beavers et Ah oui, Steppenwolf. qui sort d'ailleurs en streaming, là, hein. Enfin là, Et il est il sorti est en sorti VOD. hier, là où on enregistre, il est sorti hier. Voilà, donc vous pouvez aussi le rattraper tranquillement. Ça me donne une idée peut-être de le rattraper ce week-end, c'est possible aussi. Pourquoi pas? Ça a l'air bien fun. Mais voilà, en tout cas, on vous dit à très très vite et merci de votre fidélité. Ciao, ciao. Ciao!